L'idée d'aujourd'hui, c'est d'exposer un petit peu à travers toute l'approche des DNA et comment cette approche DNA vient s'interfacer de façon extrêmement interactive et extrêmement business centrée avec les métiers d'IT et d'être le plus business agile, le plus business centré possible. Donc jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, dans les différents webinaires qu'on a commencé depuis 2 semaines maintenant, on a vu plusieurs points. Une introduction, une partie un peu particulière et extrêmement importante sur les innovations côté wireless avec la partie Wi-Fi 6, une partie simplification, automatisation, qui a été présentée par Vincent Makowski, une partie visibilité, c'est-à-dire la partie assurance, qu'est-ce que je vois dans le réseau, qu'est-ce que le réseau me renvoie comme information et comment je vais compiler et présenter cela pour, un, voir que ce que j'ai poussé dans l'infrastructure se passe bien, et deux, que ça me permet de remonter des incidents, de pouvoir troubleshooter, etc. Donc ça, c'était la partie visibilité, là aussi présentée par Vincent Makowski. Une autre session qui était mardi dernier, qui a été présentée par Jérôme Durand sur un aspect un peu plus comment j'amène un niveau de sécurité beaucoup plus fort et un policy model beaucoup plus agile dans mon infrastructure. Et ça, c'est l'approche solution SDA basée sur une architecture en mode fabrique complètement intégrée à travers DNA Center, hein, et dans laquelle je viens faire du profiling et je viens ranger mes devices, ranger mes utilisateurs, accoster toute la partie access en rangeant faire du profiling et en poussant à des policy models avec une agilité et une mobilité la plus grande possible et avec une décorrélation par rapport à comment je me connecte au réseau, hein, être le moins network centrique possible et le plus business centré possible. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir comment cette plateforme de management des DNA Center, à travers ces différents piliers d'architecture qu'on a vus jusqu'à maintenant, vient s'interfacer de façon la plus ouverte possible avec le monde de l'IT et même qu'est-ce qu'on peut prendre en compte autre que de Cisco. D'accord ? Donc jusqu'à maintenant, on a vu qu'on transformait les infrastructures physiques. On a amené énormément de nouveautés, c'est la couche verte sur les infrastructures physiques, et on l'a vu avec Federico Ziliotto lors de la première séance, la première session, notamment avec une énorme innovation sur la partie wireless, avec l'approche Wi-Fi 6. Mais et vous le verrez sur la prochaine session avec Jérôme Durand sur tout ce que la partie wired côté Catalyst 9K apporte. On a énormément de choses importantes sur cette partie-là, Network Connectivity, avec des approches MGIG, des approches 25G, du host onboarding sur les équipements, pour amener de plus en plus, enfin, un switch, ça ne va pas faire que venir connecter physiquement des devices, ça va venir les trier, regarder ce qu'ils font, ça sera aussi des sondes pour pouvoir voir ce qui se passe dans le trafic et remonter ça un peu plus haut, donc amener de la valeur. On va parler de PoE, Perpetual PoE, Fast PoE, enfin tout un tas de grands services qui vont amener de la sécurité, amener de la reliabilité, de la performance. En parlant de sécurité, il y aura une approche aussi autour de tout ce que StealthWatch peut apporter grâce à NetFlow, et notamment avec les Catalyst 9003, avec Amplitude Traffic Analytics, avec ETA. Donc cette couche Network Connectivity est très importante. Par-dessus ça, on a une approche efficacité du réseau à travers tous les modules qu'on a vus jusqu'à maintenant, autour de l'automatisation, autour de la visibilité et de l'analytics avec assurance, autour de la sécurité et d'un modèle de policy extrêmement mobile à travers la fabrique ou la solution SD Access. Et là, l'appliance, le plan de management que présente DNA Center, qui est
qui a une posture d'orchestration dans le réseau d'accès utilisateur, on va voir un petit peu comment elle s'interface avec le reste du monde, avec le reste de l'IT, et comment elle vient valoriser l'agilité qui est demandée aux gens réseau pour pouvoir déployer de nouveaux services dans le réseau, pour pouvoir venir s'interfacer avec des outils type, toute la partie TSM par exemple, avec des outils de ticketing, ServiceNow, on va pouvoir faire énormément de choses. DNA Center est une appliance ouverte avec des API qui sont présentés, qui sont publics, sur lesquels vous allez pouvoir venir faire du dev pour vous interfacer avec tout un tas d'outils. Voilà. On va essayer de présenter ça lors de cette présentation. Le plan que je vous propose est le suivant. Le DNA Center, ce plan de management va venir s'interfacer avec tout un tas d'écosystèmes et avec un certain nombre de connecteurs, est-ouest, nord-sud. Excusez-moi. Cette partie est-ouest, des adapteurs qui vont permettre de se connecter, par exemple, avec tout le monde, alors pour le coup Cisco centré, qu'on va appeler plutôt cross-domaine intégration, comment je viens m'interfacer avec mon data center, comment comment un utilisateur pour lequel je vais faire un certain type de profiling va venir de façon extrêmement contrôlée, venir consommer des applications par rapport à son profil, et donc il n'aura droit qu'aux applications concernant son job, son business et son profil. Comment je vais pouvoir garantir aussi cette sécurité, comment je vais pouvoir garantir les SLA dans la traversée des infrastructures. Donc tout ça, on va commencer par ce pilier-là. Ce sera mon plan en fait. Pour faire un peu la jonction avec la session précédente qu'animait Jérôme Durand. On continuera ensuite sur les API Nord, comment je viens me connecter à des applications autres, des outils pour venir amener un peu de valeur être très business centré. Par exemple, je peux développer un certain nombre de portails qui vont me permettre d'utiliser de façon beaucoup plus convivial et beaucoup plus proche des métiers, mon orchestrateur DNA Center, et venir utiliser des tools dedans et automatiser mes gestes de façon beaucoup moins network centrique que l'orchestrateur DNA Center le présente. Je vous donnerai des exemples. On ira ensuite sur la connexion, les connexions ouest, sur comment j'interface mon DNA Center avec des outils orientés IT, des outils de type ITSM, comme ServiceNow, iPine, comme FAFABlocks ou autres, etc. Et on terminera sur les connecteurs sud, la partie SDK, comment dans une infrastructure réseau, ou jusqu'à maintenant, où on vous a beaucoup parlé de Cisco, qu'est-ce que je peux aussi accoster comme device non Cisco et qu'est-ce que je peux faire? Si on regarde un petit peu plus en détail ces différents types de connexions, de connecteurs, la partie cross-domaine, je ne vais pas la commenter trop, on va la voir un peu plus en détail juste après. Des choses qui peuvent être très intéressantes sur les connecteurs Nord, sur la partie API, on va exposer un certain nombre d'API. Et du coup, on a déjà vu, et c'était déjà le cas avec un outil qui était l'APIQM, qui était, on va dire, le petit frère, enfin le grand frère, parce qu'il était là avant, du DNA Center, qui présentait un certain nombre de tools, comme du plug and play, comme EasyCos, etc. On a vu un certain nombre de clients utiliser notamment plug and play pour automatiser ces déploiements, des clients qui avaient un certain nombre d'agences déployées, à venir connecter sur le territoire national. Et quand je dis un certain nombre, on va parler de plusieurs milliers, et qui ont besoin pour ça de déployer des switches sur les agences et d'optimiser les costs.
Eh bien, ces gens-là, en fait, avaient déployé un portail pour pouvoir venir taper à travers les API de la PIC-EM pour un portail un peu plus sympathique qu'un outil réseau traditionnel, et pour pouvoir complètement automatiser de façon beaucoup plus proche des métiers le déploiement de ces switches. Et bien typiquement, DNA Center qui va présenter les mêmes API, ce type d'outil qui avait été déployé pourra être utilisé sur le DNA Center, et donc un certain nombre de portails applicatifs sur Plug and Play ou sur d'autres pourront être utilisés. Quelque chose qui pourrait être aussi intéressant, qu'on voit et qui va arriver, c'est par exemple la capacité à venir, par rapport à assurance, venir faire en sorte qu'un certain type d'application, par exemple Webex, par exemple tout un tas d'outils de collaboration, etc., venir via des API se connecter à Assurance et présenter et poster un certain nombre d'informations qui vont permettre, notamment dans la partie application expérience, enrichir la qualité de ce qui s'est passé et présenter ou montrer si l'application se comporte correctement, si les communications entre un end device et un autre se sont passées correctement, qu'est-ce qui a présenté de la latence? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est le serveur? Est-ce que ce sont les applications? On va pouvoir faire toutes ces choses-là. Et puis après, je détaillerai le reste ensuite. Donc, je vous propose de commencer par la partie un peu cross-domaine, qui est un gros sujet. Et avant de commencer par la partie cross-domaine, notamment pour les personnes qui n'étaient pas présentes ou qui n'ont pas pu assister à tous les autres webinaires précédents, un petit rappel sur ce qu'est l'Intent-Based Networking et quelle est la posture de Cisco. La majorité des constructeurs ont une approche SDN. Tout le monde a une approche SDN, Software Defined Networking, mais à travers une posture principale, un pilier principal qui est l'automatisation des tâches. L'approche de Cisco est beaucoup plus orientée Intent-Based Networking, qui est une approche beaucoup plus riche que le SDN, on va dire, classique. C'est-à-dire, je vais proposer dans des outils de management, sur des plans de management, notamment à travers des orchestrateurs, je vais proposer la capacité à avoir une intention, et mon outil va me traduire cette intention en action, en CVD, Cisco Validated Design, en CLI, en template de configuration validée et maîtrisée par ce que nous on préconise. Je vais fatalement automatiser le déploiement de cette intention qui s'est traduite en CLI. Je vais pousser ça sur l'infrastructure. Je vais aussi valider que cette intention et cette action d'activation de cette intention c'est bien présent, c'est correctement présenté, et je vais pouvoir remonter à travers un outil de visibilité qui est Assurance, parce que l'infrastructure réseau a cette richesse d'insight qui va être remontée et qui va être corrélée par Assurance, de montrer que cette intention a été correctement traduite, correctement exécutée, que ça se passe bien, et en plus, je vais en profiter pour regarder que tout se passe bien au-delà même de cette intention dans le réseau, et quand ça se passe bien, je le montre, et quand ça se passe pas bien, je le montre et je dis pourquoi. Donc l'approche Intent-Based Networking, c'est tout ça. L'approche SDN classique, c'est plutôt orienté activation et automation. L'approche Intent-Based Networking, c'est tout ce cercle vertueux. Et l'approche de Cisco, SDN, c'est une approche Intent-Based Networking. Et elle va être diffusée et elle va être développée sur tous les piliers de l'infrastructure réseau au sens où on l'entend, c'est-à-dire LAN campus, WAN et data center. Et on a
pour cela des solutions très spécifiques, enfin, comment dire, des solutions qui sont dédiées à chacun de ces trois domaines, parce que l'approche que l'on en a et la philosophie qu'on en a, c'est de se dire que on fait bien que ce qu'on maîtrise et ce là où on est centré. D'accord. Euh, si- Souvent, dans les questions, dans les différents webinaires qui ont eu lieu, on a eu des questions de type pourquoi il y a une approche spécifique au LAN, une approche spécifique au data center, une approche spécifique au WAN. Ben, en fait, ce sont des approches spécifiques parce que ce sont des domaines d'usage, des domaines de responsabilité, des besoins de développement et des écosystèmes qui sont chacun spécifiques. Et on aurait pu faire quelque chose, une solution qui adresse les trois piliers, ces trois domaines-là, mais on ne fait jamais bien de façon très spécifique tout dans une seule boîte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on a une seule et même solution pour adresser tous ces besoins-là, les temps de développement vont être très longs. Si jamais un des piliers a un besoin très spécifique, ben, c'est pas toujours évident et on risque de prendre du retard sur certains types de développement, sur des besoins de LAN type, j'ai des besoins très spécifiques sur l'IoT par exemple. Eh bien, on peut pas retarder ces développements-là parce que j'ai d'autres besoins très spécifiques sur le WAN, etc., etc. On a préféré segmenter ces domaines de responsabilité, ces domaines technologiques. Ça a toujours été l'approche de Cisco parce qu'on veut bien faire chacun de ces trois domaines. Par contre, on va proposer des solutions pour pouvoir les interconnecter et avoir une continuité de service. Et quand on parle d'usage spécifique, hein, les besoins dans le LAN, c'est d'abord d'accoster des end-users, d'assurer la mobilité de ces end-users, et la mobilité, c'est bien sûr la mobilité physique, hein, wireless ou wired, et donc y garantir la sécurité. Donc tout ça sont des besoins. On a aussi une diversité de endpoints à venir connecter. Ce sont des besoins là aussi très différents de ce qu'on pourrait rencontrer dans le data center. Hein, des besoins d'allumer, d'offrir des capacités de power par port et non plus avec, et ça Jérôme en parlera beaucoup plus, mais non plus du 15 ou 30 watts, mais de plus en plus on va voir des usages 60 ou 80 watts, parce que ce qu'on va venir connecter sur l'infrastructure ne sont plus seulement que des access points ou quelques caméras, etc. Mais on va parler de plus en plus de bâtiments intelligents et donc on va venir accoster des devices bien plus différents, bien plus versatiles que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il va falloir aussi adresser des besoins de connectivité, d'extension côté IoT. Ce sont des besoins qui sont extrêmement différents de ce qu'on peut avoir dans le data center. Dans le data center, on va plutôt réfléchir, je m'expose et je m'interface avec le monde de la virtualisation. J'ai plutôt un monde très orienté serveur, bare metal ou VM. J'ai des problématiques aussi, comment j'adresse les besoins conteneurs, d'adresser une cohérence en termes de bandwidth, etc., etc. Et dans le WAN, on va avoir d'autres besoins. Donc, hein, comment je garantis une versatilité des liens, comment je garantis des SLA sur des liens différents, comment quelle approche je vais avoir sur le chiffrement, sur la sécurité, etc., etc. Tous ces besoins sont spécifiques et pour chacun de ces besoins, Cisco va avoir une approche très Intent-Based Networking centrée. Dans le LAN Campus, c'est l'approche Solution Software Defined Access. Dans le WAN, c'est l'approche SD-WAN. Et dans la partie Data Center, ce sera l'approche Cisco SCI. Pour chacune de ces approches, on va adresser chacun des trois piliers de l'Intent-Based Networking, à savoir l'automation, la visibility avec analytics et assurance, et la partie sécurité pour chacun de ces trois domaines. Et
une des forces de Cisco, en tout cas c'est notre perception, c'est que cette approche-là, de Intent-Based Networking, elle se fait en fonction de la capacité de changement de chacun, des partenaires et des clients, et elle peut très bien, vous pouvez très bien investir sur des équipements côté LAN en Catalyst 9000, sur du WAN en ISR 1000, 4000, ASR 1000, sur la partie DC en Noctis 9000, avec une approche dans un premier temps traditionnelle, mais sans changer de hardware, en conservant votre investissement, votre capitalisation. Vous pouvez ensuite, par des transformations, de la migration, etc., basculer sur une approche Intent-Based Networking vers une approche SD Access en Catalyst 9K, vers une approche SD-WAN sur la partie ISR, ASR, vers une approche Cisco SCI avec vos Nexus 9K. Hein, par juste, entre guillemets, des transformations d'iOS et un écosystème un peu plus riche en termes d'orchestration. Mais par contre, vous capitalisez et vous restez sur votre hardware sur lequel vous avez investi. Ça, on pense que c'est une grande force et c'est une approche qui peut aider dans cette conduite au changement. J'en profite parce que dans le premier webinaire, on avait, et dans le second d'ailleurs, il me semblait qu'on avait posté des questions. J'ai oublié d'en préparer, je m'en excuse. Mais je pense que, étant qu'on en est là, et je vous invite à le dire dans les commentaires, puisque vous aurez certainement un questionnaire à la fin, si vous souhaitez que l'on aborde aussi des sujets, comment dans un réseau traditionnel je migre vers un réseau SD Access, c'est un sujet dont on n'a pas encore abordé le point. Si vous souhaitez qu'on le fasse, on est complètement ouvert à ça et on est complètement prêt à animer un webinaire partenaires et clients sur ce sujet-là, et ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à le mentionner s'il y a, on a de quoi nourrir le sujet, et donc n'hésitez pas. Je reviens à mon sujet, hein, qui est la partie cross-domaine, et l'idée, c'est de pouvoir connecter à travers SDA, venir collecter des end-users et une versatilité assez riche de end-users, des objets, et faire en sorte que, en traversant cette solution SD-WAN, je puisse venir consommer, parce que l'objectif c'est ça, hein, quand on vient accoster des end-users, qu'ils soient physiques ou objets, etc., c'est de venir consommer la donnée, des applications, qu'elles soient en mode private data center, en mode SaaS, etc., etc. Et donc, je vais vouloir traverser et venir consommer ces applications, qu'elles soient hébergées de façon privée, qu'elles soient en mode cloud, etc., en cloud public, etc., avec la capacité à pouvoir avoir une full automation des jobs et des actions que je vais pouvoir faire sur l'ensemble de mon infrastructure, hein, LAN, WAN, DC, voir ce qui se passe et garantir une complète sécurité, que ce soit avec de la segmentation, avec de l'encryption, etc., etc. Ça, c'est très important. Et c'est toute l'approche multidomaine de Cisco. L'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'est pas de faire un webinaire sur la partie SD-WAN. Et là aussi, si ce sont des besoins, des sujets, n'hésitez pas à le mentionner. Hein, on est prêt pour ça. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans l'équipe qui seront très ravis de faire ça. Un petit message subliminal à Jérôme Durand. Et à Michael. Hein. Et du coup, ce qui est très important, c'est que quand on a une approche où je veux venir connecter mes end-users vers des applications, hein, ou vers de la donnée, en traversant une solution, fatalement, il faut que cette solution de traversée, l'offre SD-WAN, elle s'inscrive pleinement dans un modèle de sécurité. Et Cisco
est un éditeur et un acteur majeur de la sécurité à travers un certain nombre de solutions, qu'elles soient firewall, IPS, filtrage d'URL, etc., etc. Hein, tout ce qui est protection côté malware, on a beaucoup de choses là-dessus. Eh bien, l'offre SD-WAN intègre tous ces piliers-là, tous ces besoins-là. Et donc, on va pouvoir, dans la solution cross-domaine, on va pouvoir garantir que des end-users connectés en LAN classique ou en fabrique SD Access vont pouvoir, de façon complètement sécurisée, venir consommer des applications, quelle que soit, et de la donnée, quelle que soit là où elles sont hébergées. Bon, ça, c'est un point qui est important. Et pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Par exemple, une des grandes valeurs, c'est que ACI, au-delà de venir ranger des applications et de la donnée de façon non network-centrique, mais beaucoup plus application-centrique, va pouvoir notamment présenter et poster des besoins côté SLA, hein, en termes de latence, je veux garantir de la latence, telle perte, etc. Donc on va présenter, ACI va pouvoir présenter des SLA à une solution de transit, de transport, et une des forces du SD-WAN, c'est de pouvoir garantir ces SLA. Et donc de permettre à un end-user qui soit connecté sur son LAN en traditional ou en SD Access, et encore plus en SD Access, encore plus parce qu'on va garantir le modèle de segmentation, et on va, dans cette solution-là, lui garantir qu'il va pouvoir consommer la donnée et les applications hébergées à travers au travers d'ACI et venir les consommer à travers le SD-WAN avec des SLA et garantir ces SLA. Ça, c'est un des premiers usages et un des premiers intérêts de faire converger, connecter ces briques SD-WAN et ACI ensemble. Deuxième point, et là on va revenir sur notre sujet, comment le DNS Center vient apporter de la valeur en termes de cross-domaine, parce que parce que le DNS Center est très LAN orienté à la base, vient s'interfacer avec de façon intéressante avec ACI, c'est qu'on va, vous avez vu la dernière fois que l'un des enjeux de la fabrique, de la solution SD Access basée sur un modèle fabrique, c'est de pouvoir ranger les devices à travers un policy plane qui est le modèle TrustSec, c'est-à-dire que je vais ranger les end-users à travers, en faisant du profiling et en venant les taguer avec ce qu'on appelle un SGT, un Security Group Tag. Et donc, quelle que soit la façon dont ils sont connectés, qu'ils soient connectés en filaire ou en Wi-Fi, sur un site 1, un site 2, un site 3, un étage 1, un étage 2, un étage 3, qu'ils soient en IPv4 ou en IPv6, eh bien, la façon dont je vais les ranger, c'est pas du tout de façon à travers un critère réseau, mais ce sera à travers un critère de profiling d'attribut qui sera le SGT. Et ce SGT, il va être présenté et transité, le terme exact, ce serait transitivé, mais je ne sais pas si c'est français, déjà entre toutes les fabriques SD Access, mais on va aussi pouvoir le présenter et le présenter à l'entrée d'une fabrique ACI. Et donc, comme ACI il va pouvoir ranger, c'est son enjeu aussi, il va pouvoir ranger et exposer les données et les applications, là aussi, non plus network centré, mais à travers un modèle, un modèle de groupe, eh bien, faire correspondre un groupe d'utilisateurs qui a des droits sur un groupe d'applications, non plus network centré, mais basé sur de l'usage et le métier, c'est le grand enjeu de à quoi ça sert de connecter SD Access à ACI. Et ça marche depuis le début. Et l'autre intérêt, c'est que tout changement de policy d'un end-user va être entièrement exposé à ACI. Et donc, si un utilisateur X était dans un groupe avec des accès à des applications et que cet utilisateur X change de groupe
et que ce nouveau groupe n'a pas accès aux applications qu'il avait le droit au départ, eh bien, c'est extrêmement business centré, extrêmement rapide et agile comme modèle. C'est tout l'enjeu. Et cette intégration, je vous disais, elle existe depuis le départ. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, SD Access, c'est une solution dont le plan de management, c'est le DNA Center. Le policy server qui compile le policy model, le policy plane de la solution SDA, c'est l'ISE. La connexion ACI SDA va se faire par échange de groupes, par présentation de groupe, entre l'ISE, qui est le policy server, le policy plane controller de la partie SD Access, vers l'APIC controller, qui est le contrôleur de la fabrique ou du domaine du SCI dans le data center. Ça se fait très simplement dans l'ISE en venant dire que je veux exposer vers tel et tel et tel contrôleur APIC mon policy model, mon modèle TrustSec, et réciproquement dans l'APIC ACI venir dire vers quel ISE je viens me pirer. Alors comment ça marche? Et je vous ferai une démo après. Comment ça marche? On a vu avec Jérôme mardi dernier que dans une fabrique SD Access, je viens ranger les gens, ranger mes end devices connectés à travers le modèle TrustSec, c'est-à-dire que je vais venir à un moment où ils viennent se faire connecter, autoriser, accepter dans l'infrastructure, je viens les taguer avec un nombre, un label un tag qu'on appelle un SGT, un Security Group Tag. Dans le modèle ACI, ça va être la même chose, sauf que ça ne s'appelle pas un SGT, ça s'appelle un EPG, un Endpoint Group, et je vais ranger mes applications dans un EPG. Je ne les range pas de façon network centrique. Je vais pas réserver des subnets IP et filtrer à travers des subnets IP. On va essayer d'être beaucoup plus agile et non plus dépendant du réseau. Et je vais ranger mes applications par endpoint group. Et l'intérêt, c'est de pouvoir exposer un endpoint group et un SGT entre les deux policy servers que sont l'ISE pour la partie LAN, SD Access, l'APIC SCI pour la partie data center. Donc là, par exemple, j'ai une application PCI qui est en 10.1.152. Elle a un EPG qui s'appelle PCI EPG. Et l'APIC ACI va pouvoir renseigner l'ISE en disant moi, j'ai un EPG. Et par exemple, l'adresse IP 10.1.100.52, elle est mappée sur elle est bindée, sur cette EPG qui s'appelle PCI EPG. Et réciproquement, si j'ai un end user qui est connecté dans ma fabrique SD Access, par exemple, j'ai quelqu'un qui est connecté, qui s'est identifié, qui fait partie du groupe auditor, et qui est connecté dans ma fabrique en 10.1.10.220, désolé, eh bien, l'ISE va venir échanger avec l'APIC ACI ce binding IP-SGT du fait que le 10.1.10.220 est bindé sur le SGT auditor. Alors la seule chose qu'il va y avoir, c'est que un SGT et un EPG, c'est la même chose. Il y a juste le nom qui change, c'est codé quasiment de la même façon. Par contre, le nom change, et c'est juste une problématique d'acronyme. Et donc, il va y avoir besoin d'avoir en entrée de la fabrique ACI un point d'entrée qu'on appelle un ACI border qui va venir faire la colle entre ce qu'est un SGT et ce qu'est un EPG. Dans la fabrique ACI, on ne comprend que les EPG, et donc il va falloir transformer quand un flow client va venir vouloir consommer une application,
eh bien, comme tout le policy model va se faire sur des contrats entre EPG dans la partie data center, eh bien, il va falloir juste transformer le modèle SGT en modèle EPG. Ce sera le rôle de la CI Border. Hein, son job, lui, eh bien, l'APIC va lui expliquer va lui dire, ben, moi je sais qu'on m'a informé qu'il y avait un SGT qui s'appelait Auditor, et j'ai créé un EPG Auditor qui correspond à celui-là, et je vais renvoyer le binding IP SGT, enfin IP EPG external, hein, et je vais informer cet ACI border en disant que ben, le 10.1.10.220, tu devras le mapper sur l'external EPG Auditor. Et je ferai un filtre ou pas, et j'autoriserai ou pas, cette fois-ci, sur ça, sur ce critère EPG Auditor, est-ce qu'il a le droit de consommer cette application. Donc si jamais je fais un paquet de flow, bah, par exemple, si un client auditeur va vouloir venir avoir une action sur cette appli PCI, il va créer son paquet, son paquet, on va l'encapsuler, hein, la fabrique SDA sur le switch d'accès, on va encapsuler avec un SGT au niveau du switch d'accès, on va traverser la fabrique, donc on a une source qui est la 10.220 à destination de l'application PCI, on a un SGT source qui correspond au SGT auditor, le numéro 5, on va traverser la fabrique, arriver au niveau du border node, sortir de la fabrique. Donc quand on sort, on va enlever le SGT, on va traverser le réseau, là on va être en mode routé, hein. Peu importe la solution, ça peut être en mode, enfin peu importe, hein, c'est du routage IP, ça peut être du MPLS, ça peut être ce que vous voulez. Ça pourrait être, et ce serait bien aussi que ce soit une solution SD-WAN, parce que pendant ce trafic-là, vous routez, vous chiffrez, vous arrivez correctement à cette fabrique ACI. Là, le paquet avec la ressource destination arrive sur la CI border. On va venir imposer un external EPG qui correspond à cet EPG auditor, parce qu'il y a un binding IP qui dit que quand un client qui est en 10.1.10.220 arrive, c'est un auditeur. Donc je viens lui représenter et réencapsuler ce paquet avec un external EPG. Et cette fois-ci, je vais pouvoir regarder dans mon contrôleur API CI si j'ai un contrat qui autorise que tel EPG, celui-là, là, cet external auditor, est-ce qu'il a le droit de consommer l'application PCI ou pas? Est-ce qu'il a le droit d'y aller ou pas? S'il a le droit, j'envoie. S'il n'a pas le droit, je delete. C'est comme ça que ça va marcher. Voilà. Donc du coup, maintenant, ce que je vous propose, alors d'abord, n'hésitez pas à venir à faire des workshops chez nous. On est là pour ça et à venir visiter nos labs. Alors attendez un peu parce que pour l'instant c'est fermé, hein, mais n'hésitez pas après le confinement et qu'on aura le droit de se revoir. N'hésitez pas à venir. On a beaucoup de choses à vous montrer. Et là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer dans le lab qui a été créé comment ça marche. Alors évidemment, j'ai été déconnecté. Donc là, on a un APIC SCI. Hop, je vais me reconnecter. J'ai un API CI. Le temps qu'il se connecte, je vais vous montrer aussi. J'ai ici, j'ai un client sur Access que vous avez vu mardi dernier, hein, qui est connecté sur Fabric SD Access, ici les Moulineaux, et qui lui est tagué développeur. Ici, j'ai un end user qui est Maria, qui est connecté aussi à Fabric Access que j'ai et qui elle est tagué marketing. Son job, c'est marketing.
tous les deux sont dans le même sommet IP, hein, en 10.154.18 quelque chose, Maria en .102, Jérôme en .101. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont vouloir venir consommer des applications qui sont dans cette petite fabrique à CI. Une application, alors ce sont juste, c'est juste serveur HTTP. Hein. Donc il y a un public serveur et un dev serveur. Donc, avant, je vais vous montrer comment ça marche. Ici, on a un tenant dans cette fabrique CI, quand ça voudra bien. Voilà, hop, un tenant de production. Sur ce tenant de production, je vais vous montrer les deux. On a deux serveurs, un IPG serveur dev, un IPG serveur public. D'accord? On va regarder le public déjà, quand il voudra bien. On va se rafraîchir. Si on regarde la topologie, on a un IPG, serveur public, un contrat qui autorise n'importe quel IPG peut venir consommer ce serveur public, cet IPG public. Côté dev, là, cette fois-ci, on a un IPG. IPG, pour rappel, c'est Endpoint Group. Hein. Serveur de développement, un contrat permit qui n'autorise que des gens qui ont un IPG développeur EGT. Je vais vous montrer comment on récupère ce truc. Et donc, quand on regarde ça, on peut se dire que là, côté dev, il n'y a que les gens qui seraient tagués SGT, des développeurs, qui peuvent venir consommer ce serveur-là. Alors déjà, comment on le récupère? Dans la partie networking ici, partie transit, ça va arriver. C'est en train d'arriver. Ici, parce que, donc, je vous ai dit, hein, on a tiré l'ISE et la PIC. Donc, ils se sont échangés la PIC vers l'ISE, les IPG, l'ISE vers la PIC, c'est SGT. Et donc, la PIC, ici, a récupéré de l'ISE tous les SGT et il les présente en external SGT. Et par exemple, ici, eh j'ai bien un external développeur SGT. Si je vais dessus, ça va se rafraîchir, hein. On va espérer. C'est juste un petit peu long. Voilà. J'ai un external IPG, développeur SGT, qui a un certain numéro, hein, 32 775, c'est mon tag, et qui fait que quelqu'un qui est en 10, enfin c'est Jérôme, 10.154.18.101/32, donc ça c'est Jérôme dans la fabrique d'ici les Moulineaux, et bien lui, quand il rentrera dans la fabrique ACI, je vais lui imposer cet external IPG là qui correspond à développeur SGT. Pareil, sur la partie marketing, j'ai un marketing SGT qui est un external IPG qui est hérité du SGT marketing de la fabrique SDA, qui a un autre numéro, un 32 779, et je vois que j'ai un utilisateur qui est le 10.154.18.102 qui est Maria, et je vais, quand elle rentrera dans la fabrique, je vais lui imposer cet IPG là. Et du coup, par rapport à ce que je vous ai montré comment sont autorisés les différents serveurs, là, par exemple, j'ai Jérôme 10.154.18.101. Il peut se connecter ici au serveur public. Il y arrive, public website.
Et puis, il y a un autre serveur web de côté développeur et il peut se connecter. Maintenant, Maria, ben, elle, normalement, elle doit pouvoir se connecter au public serveur et elle y arrive, puisque c'était external IP, enfin, c'est tous les IPG ont le droit de se connecter. Par contre, sur le serveur de développement, ben, elle ne peut pas. Et elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas de contrat pour elle. Et elle, quand elle va vouloir venir de sa fabrique SDAccess consommer ce besoin-là, cette donnée-là, ce serveur web-là, eh bien, elle est présentée à ce serveur avec un IPG external IPG marketing et elle n'a pas le droit. Si je veux changer ce droit-là, je vais sur ma fabrique ACI, sur mon serveur de développement, enfin sur la topologie qui autorise à venir taper mon serveur de développement ici, je ne suis plus du tout network centré. Hein. Tout ce que je fais là, c'est très très business, c'est très métier, et c'est extrêmement agile, et je me fiche complètement de savoir comment Maria est connectée, comment Jérôme sont connectés, comment mon serveur est connecté. Je fais tout de façon usage. Hein. Je vais créer un nouveau workflow qui va autoriser cette fois-ci quelqu'un qui va se présenter avec un external IPG marketing. Juste que je le retrouve, il est quelque part par là. Hop. Et je vais y appliquer un contrat qui va autoriser le serveur à venir se connecter à cette external IPG marketing. Et donc du coup, je vais lui donner un nom, permit market to dev web. Et ce sera un permit any. Je le submit. Et donc j'ai créé cette fois-ci un workflow qui autorise quelqu'un qui se présente avec un external IPG marketing à venir consommer de la donnée sur ce serveur-là. Et cette fois-ci, Maria qui n'y arrivait pas, là, si je refresh, elle y arrive. Tout l'objet, je vais terminer cette démo-là, tout l'objet de de pouvoir faire du cross-domaine entre ACI et SDAccess à travers des orchestrateurs, des piles d'orchestrateurs contrôleurs DNA Center ISE côté SDA, APIC ACI côté Data Center, c'est d'avoir ces usages-là, c'est-à-dire je décorrèle complètement mon policy model et ma façon de consommer, non plus cette fois-ci network centré, mais très usage et profil centré et application centrée. Le deuxième gros impact qu'on peut avoir aussi dans le monde cross-domaine, eh bien, c'est comment j'interconnecte mes fabriques SDAccess entre elles. Mardi dernier, Jérôme a présenté un petit peu l'approche, un petit peu beaucoup d'ailleurs, l'approche multisite SDAccess à travers des solutions de type IP Transit ou SDAccess de Transit, et a aussi commencé à introduire le fait qu'on avait aussi une troisième approche qui était l'approche, je vais pouvoir utiliser la fabrique SD-WAN en fait. Bien, clairement, on va pouvoir le faire. Hein, c'est pour information, je développerai un petit peu après, mais les codes sont là, ils sont en train d'être testés et on est dans des modes EFT. Il va y avoir deux modes d'usage là, et je vous expliquerai un petit peu là où on en est, mais on est très très proche des premiers usages et des premières deliveries officielles. Et donc du coup, l'intérêt de pouvoir faire ça, c'est de se servir de la fabrique SD-WAN pour pouvoir connecter des fabriques sites SDAccess
et de pouvoir prolonger et d'étendre le policy model. On va voir comment on peut le faire. Et ce, en garantissant à travers la fabrique SD-WAN toute la partie chiffrement, security, et la partie, excusez-moi, et la partie SLA, etc., etc. Je choisis le meilleur chemin en fonction d'eux, etc. Et évidemment, le modèle le plus abouti, c'est d'avoir aussi ici des fabric sites SDA, et ici, je viens taper de la donnée hébergée à travers un data center et au milieu GSD-WAN. Donc, comment ça marche? Aujourd'hui, tout de suite disponible, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire j'ai mon couple DNS Center ISE qui va piloter mes fabriques SD Access, qui va piloter mes fabriques SD Access d'un point de vue purement underlay et overlay, et mon policy model dans les fabriques SD Access, c'est un policy model basé sur de la macro et de micro-segmentation, macro à travers des VN, micro-segmentation à travers les SGT. Et dans chacune des fabriques, je vais pouvoir transporter les policy models à travers VXLAN. Quand je sors de la fabrique, eh bien, il va falloir que je me connecte en niveau 3 à un WAN Edge. Si j'ai plusieurs VN, ben là, je vais certainement avoir besoin de faire de la VRF Lite, d'avoir un trunk 801Q avec de la VRF Lite et un peering MPBGP ici. Mais quand on fait ça, ben, dans un premier temps, là, dans cette fabrique-là, ici, on ne peut pas il n'y a pas de capacité à transporter en inline la partie VN et la partie SGT. Donc on va utiliser un binding SXP, un peering SXP à travers l'ISE entre chacun des border nodes des fabric sites et pour lequel l'ISE va venir exposer le binding IP-SGT correspondant et pour pouvoir permettre une transitivité du policy model de chacun des fabric sites par-dessus la fabrique de transport SD-WAN. Et aujourd'hui, ça, c'est tout à fait possible et ça marche. La seule chose qu'il y a aujourd'hui dans le code actuel, c'est que cette connexion, le point de configuration entre le border et le WAN Edge ici, cette connexion-là BGP, cette configuration-là BGP VRF 802.1Q, ici, là, il faut la faire à la main. Là aussi, on est exactement, on va dire, dans le mode IP transit avec ici, au milieu, j'utilise la pleine puissance de la fabrique SD-WAN. Mais je fais ça à la main. Le code aujourd'hui EFT, il y a un code EFT qui est en train d'être testé et qui va être délivré plutôt, lors du dernier trimestre 2020, on va automatiser cette configuration-là. C'est dans le futur code, le DNS Center va venir configurer cette partie BGP Verified 802.1Q. Et on va aller plus loin. Et plus loin, ce sera ce mode-là. Ce qui est très intéressant, c'est que les One Edge, qui sont des ISR 4000, des ASR 1000 par exemple, sont tout à fait éligibles au rôle, au job de border node dans une fabrique SD Access. Donc on va pouvoir aussi les faire rentrer dans le mode fabrique SD Access. D'accord? Et donc, on va pouvoir faire en sorte, et là aussi, le code est en mode EFT, et il sera délivré vraisemblablement pour le dernier quarter 2020. On va pouvoir permettre, en fait, de faire jouer le rôle de One Edge et de border node par le même équipement, un ISR 4K, un ASR 1000. Et l'intérêt de ça,
c'est d'avoir alors un complet peering enfin une exposition complète entre DNA Center et vManage, et de faire en sorte que, au niveau network, la fabrique SD-WAN, vu que cet équipement-là joue un rôle dans chacun des deux mondes, on va pouvoir coller le policy model des fabriques SD Access, macro VN, enfin, la partie VNID, micro SGT, dans les paquets IPsec, pour le SGT dans le header CMD et la partie identifiant du VN dans le MPLS. Et donc, on va pouvoir, sans contrainte de j'y arrivais, hein, de taille de paquet, de jumbo frame, etc., d'overlay, etc., pouvoir transporter inline les policy models de chacun des fabric sites qu'on va vouloir connecter entre eux directement, et en plus on va les chiffrer. Pour information, on a un certain nombre de clients qui sont très intéressés par cette approche cross-domaine, à la fois Fabric Site, SD Access à travers SD-WAN, mais même aussi Fabric SD Access, SD-WAN à CI, et notamment des clients très orientés, on va dire, monde gouvernemental ou international, au sens, enfin, agence gouvernementale ou interpays, parce que notamment cette chose-là, la partie SD-WAN, tout est chiffré. L'autre point dont on n'a pas aussi abordé, c'est que dans une fabrique SD Access, on peut, les edge vers les borders, hein, par exemple, utiliser du MACsec, 128 pour les, si on a du 9002, 256 si on a si on a des Catalyst 9003 à l'accès ou 9004. Et là aussi, on a un certain nombre de clients qui sont très intéressés par cette approche-là, hein, MACsec dans la fabrique, c'est-à-dire que je vais chiffrer mes liens de façon hardware dans la fabrique SD Access, parce que je vous garantis que les entités gouvernementales, par exemple, ce sont des sujets qui les intéressent fortement, de chiffrer de façon physique, de façon peu disruptive sur la partie CPU, ça c'est très intéressant. Donc voilà. La partie cross-domaine, c'était tout ce dont je voulais vous parler de la partie cross-domaine. Et juste un point, avant juste de terminer quand même, c'est pour montrer quand même que ça existe, ça ne va pas tarder à arriver. Ici, Jérôme, je ne sais plus s'il l'avait montré mardi matin, mais ici, on a cette approche. Alors, on est dans la dernière release, là, je ne sais plus laquelle c'est. On est en 1.3.3.3.1. Et ce qu'il y a, c'est que on peut créer ici, on peut commencer à créer, hein, tout n'est pas intégré. Hein. Encore, on n'a pas le dernier code là. La capacité fabrique de transit, il y avait déjà SD Access de transit, IP de transit, et on commence à avoir des choses qui apparaissent sur la partie SD-WAN. On peut commencer à venir connecter un vManage, etc., etc. Donc ça arrive. Voilà sur la partie, je pense, la partie la plus importante qui était la partie, pour nous la plus riche, la partie cross-domaine. Une autre partie très importante, c'est cette partie, Data Center côté North API va exposer un certain nombre d'API qui va y avoir une approche très business, très application métier, et comment je peux l'utiliser. Enfin, je vais vous donner un certain nombre quelques exemples qui peuvent être intéressants. Pareil, quelque chose qui est développé, hein, que vous pourrez utiliser, et c'était cet usage-là, on a des clients qui, par exemple, de type salle de conférence, hôtel, etc., ont besoin, par exemple, de créer pour des events des SSID, de les customiser en fonction du besoin du moment, puis fatalement, à un moment donné, il faut les diletter. Et ces gestes-là, créer, les customiser en fonction des besoins, la typologie de population,
du type de l'event qu'on veut, le personnaliser, et ensuite le dilater. Tout ça, ce sont des gestes à faire dans une infrastructure traditionnelle et qui ne sont pas toujours simples, ça prend du temps. On peut toujours créer, toujours un peu personnaliser, etc. C'est toujours fait des fois un peu rapidement, un peu au dernier moment, c'est toujours pas toujours bien fait. Puis alors la partie je libère ce que j'ai consommé et dont je n'ai plus besoin, ça, cette dernière tâche-là, elle est souvent oubliée. Ce que je dis là, c'est pour cet exemple de SSID, mais c'est très vrai aussi, dès que je veux créer un policy model, je le consomme, quand j'en ai plus besoin, ben, je laisse les accesses quelque part, et puis j'oublie les T, elles sont toujours consommées en NVRAM, en RAM, et puis ben, quand il n'y a plus de place dans la RAM, et bien malheureusement, ou dans la TICAM, ben, malheureusement, je suis coincé et je ne sais pas comment faire. Et comme j'ai oublié de dilater et que j'ai oublié de documenter, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne fais pas. Bah, là, il y a par exemple un partenaire, on va le citer, qui est Dimension Data, qui a créé un portail qui permet de s'accoster sur des API qui va faire des calls sur les API du DNS Center pour pouvoir créer un SSID, hein, et en utilisant et en faisant appel à tous les tools que Vincent Makowski sur la partie automation et que Jérôme Durand vous a aussi et que Jérôme Durand sur la partie SD Access vous a montré. Hein. Donc, créer un SSID avec les besoins, etc., etc. Définir de façon, donc c'est vraiment un portail grand public, hein, dire ce que j'ai besoin de façon simple, etc. Et dire combien de temps j'en ai besoin. Et donc ce portail-là va dire au DNA Center, bah, crée-moi tel SSID avec telle présentation, avec tel usage, tant de personnes, telle réservation, etc. Et à telle date, tu le kills. Enfin, le portail va générer un process qui, à telle date, je vais killer et dilater ces réservations. Oui, c'est public et vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez aussi en développer. C'est un exemple. L'intérêt, bah, c'est d'éliminer, d'éliminer un grand nombre de gestes manuels, hein, de ne pas manger des ressources côté wireless, côté contrôleur, etc. Des ressources consommées et qui n'ont plus besoin d'être, etc. Donc, ça, c'est un vrai usage métier. Hein, et les API du DNA Center, elles servent à ça. On en expose plein. Je vous montrerai ce qu'on fait. Et libre à vous d'en créer. Je vous disais tout à l'heure en introduction, on avait un client qui avait développé un portail pour pouvoir rendre un peu plus sympathique et très customisé, déployant plug and play. Ben, il avait développé ça pour APIQM, il va pouvoir le réutiliser sur le DNS Center en utilisant les API exposés. On peut faire beaucoup de choses. L'autre point qui est très important, toujours, on voulait en parler, c'est à partir du moment où on parle aussi de venir présenter des API, se connecter à différents devices. On connecte le DNS Center à l'ISE, l'ISE à l'APIC, l'ISE à Stealthwatch, je parle pour Cisco. Puis après, on peut connecter ces différents devices et exposer ces différentes API à travers tout un tas d'autres tiers du marché. On peut le faire librement, enfin comme on veut, mais aussi on peut le faire de façon sécurisée. Il y a une approche Cisco avec PXGrid qui permet de faire ça. Hein. Et je vous ai mis une URL qui permet de regarder tout ce qu'on est capable de faire. Vous pourrez aller voir ça. Et nous, en tout cas, dès qu'on va venir, il y a des devices entre eux, un ISE, un APIC, un DNS Center, on va tout faire en PXGrid. L'autre point, ce côté est, c'est cette fois-ci comment je viens connecter mon DNS Center. Là aussi, hein, c'est via des API. Et cette fois-ci, vers le monde beaucoup plus, qu'est-ce que le network, qu'est-ce que la valeur du réseau et la valeur d'un réseau très automatisé.
va amener dans le monde IT, dans les outils de l'IT, dans les outils qui permettent de gérer mon IT et de gérer tous mes process. Un des premiers usages, parmi les premiers usages qu'on a vus et qui nous sont souvent demandés, en tout cas c'est assez demandé quand on rencontre des clients, c'est moi aujourd'hui mon réseau, j'ai dans mes outils de service management de IT, j'utilise par exemple un outil comme ServiceNow. Est-ce qu'il y a une intégration entre DNS Center et ServiceNow? Alors, de toute façon, c'est possible parce que chacun a des API et on peut venir, elles sont exposées, on peut venir les faire parler entre elles. Mais c'est possible parce que Accenture, par exemple, eh bien, a déployé un certain nombre de bundles qui permettent de se connecter et de pouvoir exposer des choses et présenter des choses. Et par exemple, il est tout à fait possible que DNA Center puisse venir créer des events dans ServiceNow par rapport à tout un tas de choses qu'il voit. Par exemple, assurance qui permet de voir tout ce qu'il y a dans le réseau, et notamment les incidents, que ce soit des incidents network, des incidents clients, etc., va pouvoir, dès qu'il y a des incidents, venir les créer dans ServiceNow. ServiceNow, ça ne sert pas que pour le réseau, hein, ça sert pour tous les outils, et c'est certainement le premier outil que l'IT d'un client va utiliser. Eh bien, on va pouvoir faire correspondre et communiquer DNS Center à ServiceNow. Ça marche. On pourrait très bien faire aussi la chose suivante, c'est que DNS Center, lui, voit tout dans le réseau, il voit tout d'un point de vue conformité, d'un point de vue conformité software à la fois pour le réseau et pour d'autres devices, et on peut aussi exposer ces choses-là dans le ServiceNow, hein, et dire, ben voilà, il y a tel device où il y a tel device réseau, il y a tel device connecté en end user qui est dans telle release et il n'est pas conforme à la policy. Ça permet d'informer ServiceNow et de pouvoir avoir des actions dessus. C'est franchement, ça c'est une première approche de comment je connecte mon plan de management LAN utilisateur avec mes outils de management de l'IT. Et c'est disponible. Un autre usage pour lesquels les bundles sont déjà là, sont déjà faits, hein, c'est comment je viens connecter par exemple mon DNA Center avec des outils de type IPAM, hein, tout ce qui est IP Address Management, avec Infoblox, avec question d'IP par exemple. Lors de la présentation de Jérôme mardi, vous avez pu voir que quand on crée une fabrique SD Access, par exemple, on va créer une fabrique, on va créer des virtual networks, on va créer des IP pools pour la fabrique SD Access et on va accrocher et attacher ces IP pools à un VN et ces IP pools qui correspondent à un VN seront la source de connexion des end users qui viendront se connecter sur les fabriques sites dans ce VN. Donc, et ce qui est très intéressant, ce qui peut malheureusement prendre beaucoup de temps, c'est quand on crée un groupe, quand on crée quelque chose dans le réseau, il faut aussi le créer côté, on va dire côté IPAM. Et des fois, ça peut être des équipes différentes, ça peut prendre du temps. Des fois, on peut malheureusement faire quelque chose dans le DNS Center avec un overlapping qui ne correspond pas à ce qui est disponible côté serveur DHCP, par exemple. En connectant ces deux outils et en les faisant se parler, eh bien, quand vous allez créer vos IP pools côté DNS Center, par exemple avec Infoblox, eh bien Infoblox va vous dire bah, c'est tel IP pool, je peux le créer. Celui-là, il y a un overlapping, surtout tu le fais pas, etc. etc. On va accélérer les tâches d'action, de création dans le réseau, on va le rendre le plus agile possible, hein. On va essayer d'accélérer cette partie-là. Puis dès qu'on va aussi faire une erreur ou quelque chose qui peut être pénalisant, on va vous informer. Là, vous créez un overlapping, c'est pas bon. D'accord? Ça marche et c'est déjà disponible. Je vais vous montrer, alors c'est une démo que vous pouvez avoir, à laquelle vous pouvez avoir accès, hein, c'est une démo dans dcloud. Je vais switcher. Ici, alors si vous allez sur dcloud, dans la partie démo,
DemoDcloud for Partners, et n'importe qui a un CCOID peut s'y connecter. Et bien, vous avez ici, vous avez un serveur ServiceNow, et vous avez un certain nombre d'incidents, d'events qui ont été créés. Et vous voyez, par exemple, ici, vous avez des events qui sont des events réseau. Wireless, enfin, un client wireless a mis beaucoup de temps pour s'associer au réseau. Et bien, en fait, cet event-là, si je clique dessus, je suis dans ServiceNow, si je clique dessus, je vois que cet event il a été créé par le DNA Center, par DNA Center Assurance. J'ai un descriptif de ce qui a été créé avec toute la partie, tout le détail de ce que le DNA Center nous a envoyé. Vous avez ici des suggest actions. Ça vous rappelle quelque chose, hein. C'est ce que dans Assurance on va présenter. Et du coup, on trouve plutôt sympathique, ce qui a été bien fait par Accenture, c'est de dire, quand je crée l'event, j'ai l'incident, une description de l'incident, etc. Ça parle peut-être bien à quelqu'un réseau, ça, mais par contre, je peux aussi faire un client de view, un client 360, je donne l'URL, ce qui est l'URL du DNA Center, je vais venir me connecter dessus, j'ai des bons credentials, tout va bien, et je vais venir me connecter directement sur le client 360 correspondant à l'incident en question. Ça arrive. C'est en train d'arriver. Et donc, c'est par exemple, c'est George Baker, là. Donc, je vois, j'ai directement accès au client 360 de George Baker dans Assurance, dans DNA Center Assurance. Et je vois, par exemple, j'ai mon incident qui est ici, là, par exemple. Et je vois, c'est bien mon incident, et je vois, j'ai une description de mon incident, je vois tout ce qui s'est passé, hein, et je ne vais pas refaire le webinaire qu'a animé Vincent sur la partie valeur d'assurance pour troubleshooter, mais c'est exactement ça, hein, et je tout le plan de rémédiation qui est proposé par Assurance, et qui vous est mis à disposition. Et donc du coup, ça peut être intéressant d'avoir justement cette présentation, cette capacité d'assurance de créer un event dans ServiceNow et de pouvoir se servir de ServiceNow comme outil de base, qui est déjà le cas, hein, et comme outil de base global de gestion de mon IT jusqu'à mes incidents réseau, et je l'ai enrichi à travers la puissance qu'apporte Assurance. Voilà pour la démo. Dernier point qui, je sais, fait souvent question, et on a eu aussi ces questions-là lors du précédent webinaire. Tout ce que vous présentez avec un DNA Center, c'est bien et c'est très dans le monde Cisco, etc. Moi, j'ai aussi des devices qui sont bien sûr peut-être des devices Cisco, et j'aimerais peut-être bien en avoir, mais j'ai aussi un existant autre, third party. Comment je fais et est-ce que je peux faire? Alors, là-dessus, Cisco propose des device packs, hein, on a une approche multi-vendor avec des SDK, hein, donc des software des développement kits, et on présente des device packs qui vont permettre en fait de pouvoir venir accoster des devices autres comme Aruba, comme Juniper, comme Huawei. Par contre, alors, après, on vous dit comment, d'abord les packs sont là, on vous dit comment vous pouvez faire, après c'est à vous de le faire. Cisco ne va pas développer tous ces packs, etc. On est dans un modèle open, hein. L'idée c'est que chaque partenaire et ou client, ou enfin développeur, va venir faire son propre dev pour venir récupérer ce dont il a besoin ou ce qu'il souhaiterait voir exposé dans le DNA Center, d'accord, en fonction des différents équipements qu'il a. Et ce n'est pas Cisco qui le fera, parce que, ça dépend des besoins de chacun,
Ça dépend aussi, et on ne veut pas être dépendant de ce que les autres équipementiers, les autres sortes parties vont exposer ou vont changer en fonction de différentes versions. Nous, on sait ce qu'on fait, hein, on maîtrise à peu près quand même ce qu'on fait, mais on ne maîtrise pas ce que font les autres. Donc, on vous donne les outils, à vous de les utiliser. D'accord? Et pour vous montrer ce qu'on peut faire, je vais avancer. Et maintenant, bah, pour chacun de ces points-là, on a un site hein, qui est la plateforme développeur cisco.com des data centers. Hein, c'est la partie DevNet qu'on propose. Il y a énormément de choses en termes de librairie, côté API, SDK, etc. Vous avez énormément de choses. Je vous propose de vous le montrer. Je l'avais déjà ouvert précédemment. Il est censé être là. Donc quand vous cliquez sur ce lien-là, hein, vous avez accès à ce site et vous avez un certain nombre d'informations, d'outils, de choses qui sont déjà faites ou qu'on vous présente ou on vous explique ce que vous pourriez faire. Et on est dans un mode communautaire. Vous pouvez aussi discuter avec d'autres et voir ce qu'ils font, récupérer, partager. D'accord. Ici, par exemple, pour toujours faire le lien avec la partie sort party, vous avez une partie, la partie multi-vendor. Qu'est-ce qu'on peut faire hein Vous pouvez développer vos différents device packs et en fonction de ce que vos devices font, de ce que les autres devices font, etc. Si par exemple vous êtes capable de faire du LLDP par exemple, ce que beaucoup de gens, beaucoup d'équipementiers font, on va pouvoir dans la partie inventory, dans la partie topologie, insérer des switches euh, d'autres constructeurs sur partie que Cisco dans cette partie-là. On pourra aussi, si on a des remontées SNMP en termes de charge CPU, etc., exposer ça aussi à Assurance et avoir quelques informations là-dessus. Par contre, toute la valeur qui vous a été présentée et détaillée, montrée, démontrée par Vincent Nakowski jeudi dernier, sur ce qu'apporte Assurance à travers des switches Cisco et notamment des switches avec comme Catalyst 9K, comme des AP, comme les nouvelles AP, etc., pour lesquelles on fait beaucoup de choses. On n'est pas, on vous garantira pas et on ne fera pas ça avec des équipements third party. Du coup, je voulais vous montrer ça. Désolé, je reviens. Ici, si vous regardez sur la partie comment je peux développer mes SDK, hein, vous avez, je vous laisserai naviguer sur le site. Vous avez comment je peux downloader, quel DNS SDK je peux récupérer, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les licences que je peux utiliser, etc. Sur la partie, c'était là où je voulais revenir. Sur la partie API, vous avez un certain nombre de choses qui sont là aussi documentées, présentées. Vous avez un certain nombre de bundles et déjà d'outils qui ont été de codes qui ont déjà été créés par Accenture, par d'autres, par Didata, sur les outils que je vous ai montré, sur les connexions que je vous ai montrées, vous pouvez les lire, elles sont documentées, les récupérer, les appliquer. Vous avez beaucoup de choses comme ça. Et si on regarde, par exemple, ici, le DNA Center qu'on utilisait, ici, sur la partie plateforme, je vais y arriver. C'est drôle, ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, désolé, je vais me reconnecter. Voilà, c'était ça le sujet. J'ai été déconnecté du DNA Center. C'est bien, c'est toujours marrant l'effet démo.
du coup, quand je suis sur la partie plateforme, ici, j'ai un certain nombre d'outils, de toolkits que je peux utiliser. Par exemple, sur la partie développeur toolkit, j'ai toutes les API qui sont exposées, ce que je peux en faire, comment je peux les utiliser. Hein, vous avez énormément de choses, de librairies qui sont présentes. Là aussi, à vous de bien les utiliser. Quelque chose qui peut être très intéressant aussi, regardez, sur la partie event, ici, euh, j'ai un certain nombre d'événements, par exemple un crash, un reboot crash de mon contrôleur Wi-Fi, ça fera plaisir à mes collègues. Je peux taguer cet event-là et créer une souscription en donnant un nom, etc. et en disant comment est-ce que je fais un reste dessus ou est-ce que j'envoie un email sur quand j'ai cet event-là et comment je l'utilise et à quelle URL évidemment je la remonte, etc. etc. Donc, bien sûr, je peux voir des choses dans Assurance, mais je peux aussi récupérer ces infos-là, etc., pour les envoyer sur une appli tierce. Hein. Donc, je peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Dans la partie management, j'ai par exemple des bundles qui sont déjà là, tout ce qui a été développé pour ServiceNow, comment je connecte mon DNS Center à ServiceNow, comment je présente, où est-ce qu'il est comment je présente le fait de pouvoir créer des events dans ServiceNow, comment je peux faire en sorte que la partie SWIM, c'est-à-dire la partie management de mes OS sur mon réseau, vienne s'interfacer avec l'outil comme ServiceNow pour dire je suis cohérent ou je ne suis pas cohérent. Tous ces bundles-là sont disponibles et vous pouvez les appliquer. Voilà. Vous avez une grande richesse d'exposition, de liberté d'exposition, d'API, et à vous de les utiliser, et à vous de les créer et de les coder. Et du coup, on est allé un peu plus vite que ce qui était prévu. Et je ne sais pas si on pouvait si on pouvait en dire plus, mais je vais terminer là la partie présentation.